Bonjour, good morning. Welcome to the Montreal Forum. Bienvenue au Forum de Montréal sur la place du Canada dans le monde. Bienvenue au Forum Jeunesse de Montréal sur la place du Canada dans le monde. Je m'appelle Gabrielle Marleau, je suis une jeune ambassadrice d'Expérience Canada pour 150 et moi et je suis honorée d'être invitée à agir à titre de maître de cérémonie pour votre événement aujourd'hui. Je m'appelle Russell Drummond et je suis aussi un jeune ambassadeur avec Expérience Canada 150 et moi et j'ai l'honneur d'avoir été invité pour être maître de cérémonie à l'événement d'aujourd'hui. Les terres sur lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui font partie des territoires traditionnels non cédés des Kanagéagia, dénommés également Mohawk. Ces terres ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Nous aimerions souligner le fait que l'événement d'aujourd'hui a lieu sur le territoire traditionnel du peuple Kanyen Keaka, l'île Montréal qui est connue comme Tiotia dans la langue des Mohawks. Et historiquement, ça a toujours été un endroit de rassemblement pour les nations autochtones, y compris le peuple algonquin. La nation Akwesasne s'étend sur un vaste territoire qui traverse les frontières du Québec, de l'Ontario et des États-Unis. Pendant son mandat de 30 ans en tant que grand chef, Michael Mitchell a dirigé des négociations de commerce international et pour le droit de pêche et a cherché à réconcilier le développement économique qui n'a cessé de diviser sa communauté. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous l'ex-grand chef Michael Kanen-Takeron Mitchell du Conseil Mohawk d'Akwesasne qui a généreusement accepté de prendre la parole au nom de son peuple. Datsk. Nega di Ohando, Kaliwadekwa, Atskadasa, Tokaden Marad, Yetinumalo, Yetinistaha, Jehumjad, Chiganigaruni, Chiagwilod, Ano Negaya, Nedona Damhaki, Nega Elinigawalag, Degani de Garaquare, Ujistano Quasson, Tinore Ne Seguadizo, to the Naktalagwani. Agrego, Scaniguna, Madon Guaniguna, the Dwadden Horada, to get Tongue, Nezoanigun. In my language, dans ma langue, qui est le Mohawk, j'ai donné une version abrégée de la lecture Mohawk qui, quelquefois, demande 1 heure pour ce qu'on a à dire. Parce que lorsque les gens se rassemblent, ils se reconnaissent les uns les autres. Et avec cette reconnaissance, ils ont toujours des mots pour souhaiter la bienvenue. Et ça commence par la terre-mère et ensuite les eaux et les herbes médicinales, les arbres et les animaux, les vents, la lune, le soleil, notre grand frère, les étoiles, l'univers. Alors, on parle ici de la terre de créateur. Et à chaque réunion, les gens nettoient leur esprit en reconnaissant tout cela. Et ils éloignent tout ce qui pourrait entraver une façon positive de s'accueillir les uns les autres. Et lorsque c'est fait, on dit maintenant, nos esprits sont clairs, notre cœur est accueillant, il n'a plus de haine. Par conséquent, maintenant, nous pouvons commencer à parler. Tout ce qui est sur la Terre est reconnu parce que ces éléments apportent une contribution à notre cycle de vie. Et c'est ainsi que l'on ouvre nos réunions dans nos cérémonies et dans notre vie quotidienne. Alors, lorsque les Européens sont venus, Hochelaga, c'est le nom de cet endroit de Montréal, au tout début, le développement du Canada, et ça n'est pas il y a 150 ans. Moi, je reviens aux origines, lorsque les gens se sont rencontrés, et au tout début, ils ont souhaité la bienvenue à leurs visiteurs. Plusieurs siècles plus tard, nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois. Et notre message en est un de paix.
Vous célébrez 150 ans et ceci a une signification. Nous célébrons des milliers d'années et ceci a une signification pour nous. Aujourd'hui, vous entrez dans la vie adulte. Vous êtes très préoccupé par ce qui se passe dans l'univers pour la Terre-Mère, parce que c'est votre génération qui va prendre des décisions très importantes qui auront un impact sur chacune d'entre nous. Il y en a parmi vous qui seront avocats, qui seront députés à un moment donné. De toute façon, je sais que vous tous allez jouer un rôle important dans le développement du Canada et peut-être même dans le développement du monde. Je vous souhaite une grande réussite et je vous souhaite la bienvenue sur le territoire des Mohawks, notre terre traditionnelle. Et nous pouvons dire ça parce que la nation iroquois à laquelle j'appartiens, et je vais faire une comparaison ici. Nous sommes dans la province de Québec. Ce que nous appelons le Québécois, le territoire québécois, mais nous faisons partie du Canada. Je suis un Mohawk et je fais partie de la nation iroquoise. Les autres nations auxquelles j'appartiens, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca, Tuscarora, nous sommes connus comme les 6 nations au Haudenosaunee. J'espère que vous allez apprendre cela à l'école, sinon dans les manuels d'histoire, parce que nous continuons d'être partie intégrante du Canada. Lorsque les frontières du continent nord-américain ont été tracées, la guerre entre les Français et les Anglais, nos nations se sont battues des deux côtés. Nous avons refusé de nous battre les uns contre les autres, mais nous étions des deux côtés. Et lorsque la fin de la guerre est arrivée et que la paix a été signée, nous avons signé un traité à ce qu'on appelle Ganawagé. Et nous, nos gens ont dit, nous allons revenir en tant qu'une seule nation. Et après 1760, les Anglais et les Français ont dit, ce nouveau territoire, cette nouvelle terre, eh bien, sera toujours accueillante pour les peuples autochtones. Et il y aura une place pour nous aussi, les Anglais et les Français. Et nous allons accueillir plusieurs autres peuples de partout au monde. Et nous allons partager avec eux notre territoire. Mais il faut toujours reconnaître que le territoire a été habité d'abord par les peuples autochtones. Alors, de temps en temps, on nous demande « Venez souhaiter la bienvenue à des auditoires ». On le fait parce que au tout début, à l'origine, on nous a demandé de souhaiter la bienvenue aux visiteurs de ce pays. Par conséquent, ce matin, je vous ai souhaité la bienvenue et je l'ai fait en langue traditionnelle. Je vous ai souhaité la bienvenue. Et aujourd'hui, en fait, nous avons beaucoup de choses qui nous attendent. Le jour où vous quittez votre famille, vous commencez en disant « Je suis reconnaissant du fait que je suis en vie aujourd'hui et que je vis sur ce territoire. Je suis reconnaissant du fait que mes frères, mes sœurs, mes parents sont en santé. Je suis reconnaissant de l'endroit où je vis, un village, et notre esprit est accueillant aussi. Je suis reconnaissant pour la région dans laquelle je vis, que l'on appelle le Québec. Et maintenant, je suis reconnaissant de vivre dans le pays dans lequel je vis, que nous vivions tous prospères et heureux. Alors, ça, c'est la traduction du message par lequel j'ai commencé en Mohawk. J'espère que vous aurez une belle réunion. Merci. Thank you very much, Chief Mitchell. Merci beaucoup, Chef Mitchell. Diffusé en direct sur le web dans tout le Canada et nous savons qu'il y a au moins 250 jeunes parmi nous et 260 également en ligne. Nous aimerions vous souhaiter la bienvenue à vous aussi.
Nous vous encourageons à prendre part activement aux discussions en nous transmettant vos questions afin que nous puissions les poser à nos conférenciers. Et plus tard, au courant de la journée, vous aurez également la chance de partager les réflexions et idées qui ont émergé durant les ateliers qui auront lieu un peu plus tard dans la journée. Pour les participants en ligne, nous allons accepter vos rétroactions après les ateliers, avant, pendant et après chacune des séances. Les participants au webcast peuvent transmettre des questions et des commentaires en suivant les étapes suivantes. Tout d'abord, cliquez sur le bouton « Participer » sur le webcast. Ensuite, entrez votre adresse courriel, écrivez votre question dans l'espace fourni pour ceci et appuyez sur « Envoyer ». En fait, vous pouvez envoyer vos réponses aussi à l'adresse suivante 150.experiencecanada.ca. Cliquez sur le bouton « Participer » sur le lecteur Webcast, puis entrez votre adresse courriel. Enfin, écrivez votre question dans l'espace prévu et appuyez sur « Envoyer ». Vous pouvez utiliser notre adresse courriel également, forum150@expérience-canada.ca. It is now my pleasure to introduce to you the President Le président et directeur général d'Expérience Canada, organisateur du projet 150 et moi Canada. Expérience Canada. Merci beaucoup et bienvenue. Aujourd'hui, le projet Canada 150 et moi a commencé par une idée toute simple il y a plus de 5 ans. Nous savions que le 150e anniversaire du Canada arrivait à grands pas et tout comme les célébrations du centenaire en 1967 ont appartenu à une génération, nous voulions trouver une façon de mettre la jeunesse canadienne actuelle à l'honneur dans le cadre des célébrations à venir. But a lot has changed since. Mais beaucoup de choses ont changé depuis 1967 grâce à l'émergence de nouvelles technologies et des communications numériques. Votre génération est tellement plus connectée au reste du monde et beaucoup plus consciente des enjeux et des défis qui ont un impact sur notre planète. Vous voulez changer le monde tout comme toutes les générations avant la vôtre a voulu le faire. Cependant, vous êtes les premiers qui ont les outils et la capacité de le faire d'une façon qu'aucune génération précédente n'a pu le faire. Explorer ce vaste univers numérique et participer à des communautés de tous les types imaginables. Le fait est que la plupart des jeunes Canadiens, au moment d'atteindre 18 ans, auront probablement visité un pays étranger, mais n'auront fort probablement jamais visité une autre province au Canada. Opportunities for young Les opportunités pour les Canadiens de se connecter les uns aux autres semblent être de moins en moins grande alors que vous avez le reste du monde à votre portée. Nous sommes emballés du fait qu'il y a de plus en plus de Canadiens qui vont devenir des citoyens mondiaux. C'est ce qu'on veut d'eux. Et on a pensé que le projet 150 et moi était l'opportunité pour encourager les jeunes Canadiens à penser tout d'abord aux défis qui touchent le Canada et aux opportunités, en fait, dans ce contexte mondial. Connaissant les enjeux auxquels nous sommes confrontés ici, chez nous, et en sachant plus sur les organisations nationales et locales qui sont là pour s'y attaquer, c'est une étape très importante pour en arriver à une citoyenneté mondiale plus efficace. Par conséquent, on aimerait savoir de votre part quels sont les principaux défis et les principales opportunités qui s'offrent à vous. Plus de 1200 ont répondu et il y a de plus en plus de jeunes qui ont ajouté leur voix à chacun des forums régionaux auxquels nous sommes présents. Parmi toutes ces soumissions, nous avons choisi 150 jeunes pour qu'ils se rendent à l'un des 4 endroits pour qu'ils apprennent à se connaître et en apprendre plus en ce qui a trait aux intérêts qui leur tiennent le plus à cœur. 37 parmi eux, certains, en fait, ont été sur l'écran ce matin. Nous vont passer une semaine ici à Montréal pour en savoir plus quant à la façon dont les individus et entreprises s'engagent dans le monde par le biais de l'artisanat, de la culture ainsi que du développement. Aujourd'hui, on vous demande de penser à la place qu'occupe le Canada dans le monde. Qu'est-ce qui nous démarque du reste du monde? Et quel est le rôle et quelles sont les responsabilités du Canada vis-à-vis de la planète? Certaines des façons sont évidentes. Par exemple, il y a quelques jours seulement, nous avons commémoré la bataille de la crête de Vimy.
Il y a des milliers de familles aussi qui ont commencé à recevoir des télégrammes les informant de la mort de leur enfant, et ce qui soulignait le sacrifice personnel qui va au-delà, en fait, du service international. D'autres fois, l'engagement du Canada par rapport au monde est plus subtil, mais a un gros impact. Que ce soit le diplomate John Humphrey, qui est l'auteur de la Déclaration des droits de l'homme, la lutte contre le sida en Afrique, or the hundreds of small and medium-sized où les centaines de PME dont les produits et les innovations transforment l'industrie à l'échelle mondiale tous les jours. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, en fait, Allcom Foundation, qui a une exposition et qui montre, en fait, les expositions de 150 entreprises qui présentent leurs choses. Nous avons aussi énormément de bons conférenciers. Certains d'entre eux sont des militants, des leaders qui vont vous inspirer et vont vous montrer qu'une personne peut, en fait, faire toute la différence. Et dans quelques instants, nous entendrons deux perspectives très différentes de deux Canadiens exceptionnels qui sont impliqués dans le Canada et le monde. Alors, l'animateur Gregory Child et l'activiste Daniel Germain. des liens entre les jeunes Canadiens et les leaders et militants exemplaires qui travaillent actuellement dans ces domaines, et à reconnaître les contributions des Canadiens qui désirent véritablement une patrie meilleure. Nous sommes fiers de nous être associés à l'Ordre du Canada pour célébrer son 50e anniversaire cette année et mettre en vedette des membres de l'Ordre dans tous nos événements. But ultimately, the star of Mais au final, l'étoile de notre spectacle aujourd'hui, c'est vous. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour organiser ces forums de jeunesse, pour pouvoir entendre vos idées, vos préoccupations et partager votre voix avec les autres Canadiens. Après l'événement d'aujourd'hui, nous allons choisir 38 parmi vous, parmi les gens qui sont ici et l'auditoire en ligne, qui vont faire partie de la délégation de 150 jeunes de tout le pays qui vont se rendre à Ottawa du 24 juin au 2 juillet afin de participer au Forum jeunesse et national et aux célébrations de la Fête du Canada. À la fin du projet, vous allez nous aider à créer un rapport d'étape sur les opportunités pour le Canada et ce que la jeunesse peut faire. Alors, s'il vous plaît, faites quelque chose que vos enseignants et vos jeunes leaders, en fait, ne vous disent pas de faire pendant ces événements. Exprimez-vous, parlez souvent et parlez fort. Je vous souhaite une magnifique journée. Il y a plusieurs personnes que nous aimerions remercier pour avoir rendu cet événement possible, plus particulièrement Canada 150 et le programme Les Jeunes s'engagent du ministère du Patrimoine canadien. Nous aimerions également remercier nos commanditaires nationaux, le groupe Banque TD, Pharmascience, la Fondation McCain, TOHU et WestJet. Here in Montreal, Ici à Montréal, Canada 150 et moi a un programme régional qui s'est associé à des partenaires comme Pharmascience, la Fondation Goodman Family Parc Canada et la Fondation Aga Khan et Cyclatoy. Finalement, nous aimerions souligner nos partenaires de voyage Air Canada et Via Rail. Appuyer la jeunesse et faire la promotion de l'éducation et l'engagement dans la communauté sont des piliers lorsqu'il s'agit de présenter notre stratégie pour obtenir la contribution de nos partenaires. Nous sommes fiers d'être partenaires avec eux pour le projet Canada 150 et moi. J'ai le plaisir en fait d'inviter Samia Medelci, directrice générale de la Banque TD, qui va nous dire quelques mots. Vraiment ravie de me joindre à vous pour cette journée d'échange si enrichissante où vous irez à la rencontre de personnes qui partagent votre vision des choses. Vous aurez aussi l'occasion d'améliorer vos compétences et vos connaissances afin de continuer à être les agents de changement dont nous avons tant besoin. À TD, we are truly À la TD, nous sommes vraiment engagés pour faire un impact dans les collectivités où nous travaillons, vivons et jouons. Et ceci veut dire appuyer des forums comme celui-ci, donner à chacune d'entre vous la possibilité de partager avec nous, par le biais de votre créativité, les plus grands enjeux et les plus grandes opportunités qui touchent le Canada depuis une génération. Pour une génération. 175e anniversaire de Montréal représente l'occasion idéale d'avoir un dialogue comme celui-ci.
Nous pouvons célébrer nos réalisations, réfléchir à nos priorités et déterminer ce que nous comptons accomplir à partir de maintenant. Nous avons besoin de vous pour nous guider, pour nous mobiliser et nous inspirer les uns les autres pour que nous puissions faire une différence dès maintenant. Comme nous le savons, le monde change rapidement, tandis que nous sommes de plus en plus branchés sur le monde. Nous avons la responsabilité grandissante d'envisager notre empreinte à plus grande échelle. Pour affronter certains des plus grands défis qui se dressent devant nous, que ce soit en matière d'environnement, de droits de la personne ou encore de nos interactions à l'échelle mondiale, il faut d'abord sensibiliser davantage la population et mobiliser les collectivités. En favorisant une prise de conscience dès un jeune âge, nous pourrons nous assurer que les Canadiens, qu'ils soient au pays ou à l'étranger, soient un exemple positif un exemple positif de responsabilité sociale et de création de collectivités durables. Many of the challenges Plusieurs des défis auxquels nous sommes confrontés chez nous et à l'étranger exigent aussi de nouvelles réflexions, de nouvelles perspectives. C'est la raison pour laquelle vous avez un rôle si important à jouer. Notre travail n'est pas tout simplement de vous exposer les problèmes pour que vous les résolviez. Ça ne serait pas juste. Cependant, nous devons vous appuyer, fournir des occasions par le biais de forums comme celui-ci pour vous aider à développer vos réseaux, votre leadership et vos compétences en matière d'esprit critique pour que vous puissiez vous sentir plus confiant, que vous soyez plus audacieux dans vos réflexions et pour faire en sorte que vos actions mèneront à un changement significatif. Ce serait d'entretenir les liens que vous allez créer aujourd'hui. Gardez le contact. Encouragez-vous les uns les autres à poursuivre vos efforts et mener à bien vos projets de changement. Merci de m'avoir donné l'occasion de vous dire ces quelques mots. Félicitations pour votre engagement. Bon 150e anniversaire Canada et bon 375e Montréal. Merci encore, Madame Medelsi. Nous apprécions beaucoup votre soutien. Our first keynote presenter Notre premier conférencier invité, Grégory Charles, et probablement, vous le connaissez probablement, vous, ceux qui vivent à Montréal. Pendant plusieurs années ici au Québec, Grégory Charles a été l'hôte d'une émission scientifique très connue au Canada pour les jeunes qui s'appelle Les Débrouillards. Pour le reste du monde, Grégory est un musicien et artiste multidisciplinaire. Grégory remporte une panoplie de concours de musique au Canada et entreprend des études à l'École de musique Wilfrid Pelletier. Il contribue ensuite à la majorité des orchestres symphoniques du Canada et représente son pays à un concours international de piano à Paris. Depuis, il a accompagné Céline Dion partout dans le monde. Durant sa tournée en 1998, il a composé la musique du film américain Blackout, a fondé plusieurs grandes productions, dont le Mondial choral Loto-Québec, créé le spectacle de variété noir et blanc, qui a connu un grand succès au Canada comme aux États-Unis, a lancé son premier album en anglais, I Think of You, en 2006, ainsi que 2 albums en français, a présenté son spectacle Bobino en France, a été juge et professeur de chant pour l'émission Star Academy. En 2016, il a été reconnu par le gouverneur général du Canada, David Johnston, avec l'Ordre du Canada pour sa grande créativité et son dévouement aux arts et à la culture canadienne et d'ailleurs. Ladies and gentlemen, Monsieur Grégory Charles. Mesdames, Messieurs, Monsieur Grégory Charles. Good morning, folks. Bonjour tout le monde. Alors, ce sera probablement très intéressant pour moi-même d'abord, parce que j'aimerais aborder avec vous ce que je connais le mieux, le sujet que je connais le mieux. Alors, c'est tout à fait logique parce que ce projet s'appelle Canada 150 et moi. J'ai envie de vous dire ce matin que je me sens familier avec ce que vous vivez ce matin. J'ai beau être né en 1968, j'ai donc 49 ans. Je pense de plus en plus ces jours-ci à mon adolescence. Et pour des raisons que je vais vous expliquer dans un instant. When I got to high school, Lorsque je suis entrée à l'école secondaire, j'ai demandé à mes parents ce que je devrais faire. J'étais un enfant très docile. Et je leur ai demandé ce que je devrais faire, ce que je pourrais faire. Ils m'ont dit 2 fois, écoutez
et ensuite fais en sorte que les gens t'écoutent dans cet ordre-là. C'est ce que j'ai fait. Ça a bien fonctionné. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça récemment. Probablement parce que j'ai été très privilégiée d'être née ici, d'être née dans ce pays et d'être née donc à cette époque-ci, d'être née de parents qui sont absolument phénoménaux et d'être venue et qui sont devenus président, vice-président de l'équipe Gregory. Alors, on a réfléchi à ce qui était important lorsque vous avez 14, 15, 16, 17, 18, 19 ans pour créer cette équipe qui va vous aider à devenir celui que vous êtes censé devenir. Je suis sûre que tout le monde ce matin va vous dire ce que vous devez faire maintenant et aussi ce que vous allez faire pendant la prochaine décennie est extrêmement important. Peut-être que ça va vous effrayer, mais ce n'est pas le cas. Ce que vous allez faire aujourd'hui, dans les mois à venir, dans les années à venir, est extrêmement important. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler un petit peu de moi. Et pour vous parler de moi, j'ai besoin de vous parler des gens qui sont venus avant moi. Et je vais donner un sens à ce que ça veut dire écouter mon expérience. Ma mère est une petite francophone de Québec. Elle mesure 4 pieds 11. Et elle est née en 1938 dans une famille ou dans une province extrêmement catholique, une famille aussi très catholique. Mon père, pour sa part, vient de Trinidad, dans les Antilles. Il est né en 1940. Ma mère venait d'une grande famille. Mon grand-père était le 17e de 17 enfants. Ma grand-mère était la 9e d'une famille de 9 enfants. Ils ont décidé de se marier lorsque leurs parents sont morts. Alors, ils se sont mariés plutôt tard. Mon père vient d'une famille de 17 enfants aussi. Mon grand-père est né sur une plantation. Je dois le dire, parce que plusieurs personnes pensent, ah, oui, bon, ça, c'est vraiment des centaines d'années. Ça fait des centaines d'années. Non, en fait, l'esclavage a été aboli au début du 19e siècle dans les colonies anglaises, mais en fait, ça a pris beaucoup de temps avant que ça se réalise. L'esclavage a été aboli aux États-Unis en 1865, mais plusieurs années plus tard, il y avait encore du lynchage de Noirs qui n'avaient d'ailleurs pas le droit de voter dans plusieurs États américains. Ça, c'est un résumé de l'histoire. Alors, mon grand-père est né dans une plantation. Tu peux partir. He had nowhere to go. So Il n'avait pas où aller. Et il n'avait que 8 ans. Alors, le propriétaire de la plantation a dit, tu sais quoi, si tu restes et tu continues à travailler ici, je vais faire en sorte que tu puisses avoir accès à l'éducation. Alors, il a été le premier de sa famille à avoir accès à l'éducation. Il s'est instruit, il a étudié, il est devenu un agent de police. Finalement, il est devenu le chef de la police. Et étant donné qu'il savait à quel point l'éducation pouvait faire une différence dans sa vie, il a été déterminé pour dire que ces 17 enfants, ça veut dire que mon grand-père a eu beaucoup de plaisir dans la vie. Peut-être ma grand-mère un peu moins, par exemple. 17 enfants, c'est beaucoup. Et donc, mon grand-père s'est rendu compte que mon père était un être discipliné et rigoureux. Il a dit, bon, ben, je vais m'assurer que celui-là aille à l'université. Ensuite, il pourra revenir et peut-être être le fondement de la famille, la base de la famille. Je vous dis ça parce que on n'a pas vraiment besoin de penser à l'accès à l'éducation ici. On est né dans ce pays où la possibilité de s'instruire existe et la liberté d'expression existe aussi, mais c'est pas vrai dans tous les pays du monde. Mon père a été envoyé aux États-Unis avec l'aide de beaucoup de personnes pour faire des études. Les années 60, il a rencontré un homme relativement populaire qui s'appelle Martin Luther King. One of the first people actually. C'est l'une des premières personnes qu'elle a rencontrées lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis. Et il a commencé à marcher auprès de Martin Luther King. Donc, c'est ce qu'il a fait pendant plusieurs années. Et il a été envoyé à Montréal pour un congrès, un événement comme celui de ce matin. On l'a envoyé à Montréal pour prononcer un discours, qui avait été écrit par Martin Luther King. Il devait rester ici une soirée seulement. Il a prononcé ce discours. Il a lu le discours et ensuite il a dit « J'aimerais ça m'amuser. Il semble qu'on peut faire le party à Montréal. » Et on a dit « Oui, il y a un endroit qui s'appelle le Copacabana. C'est sur la rue Sainte-Catherine au coin de Peel. On s'y amuse beaucoup. » Alors, mon père, 6 pieds 1, qui parlait anglais, un homme noir, s'est rendu à cet endroit-là. Ma mère y était aussi. 6'1", 4'11". You can tell. Actually, Alors, mon père, 6 pieds 1, ma mère, 4 pieds 11.
En fait, quand j'étais petit, je me suis jamais posé la question de savoir que mon père était noir, ma mère était blanche, mais je me suis dit que 6 pieds 1, 4 pieds 11, je me suis demandé comment mes parents ont réussi à faire ça. De toute façon, ça s'est passé. Mon père a été ici pendant une journée seulement. En fait, il est resté 6 mois. Et il arrêtait pas de demander à ma mère, si je te demandais de m'épouser, eh bien, qu'est-ce que tu dirais? Elle a dit, ben, demande-le-moi, puis tu vas voir. Et finalement, elle l'a demandé en mariage. Elle a répondu oui, et ce oui a changé complètement sa vie. Il devait retourner aux États-Unis, mais il n'est jamais retourné. Il s'est installé ici, et il a été accueilli ici. De façon absolument extraordinaire. Moi, je viens d'un village dans le coin de Drummondville. Je viens pas de la ville. Je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Germain-de-Grande-Table. Il était accueilli par mes grands-parents comme, pas pour la couleur de sa peau, mais bien pour les valeurs qu'il véhiculait. Again, that is something we... Encore une fois, c'est quelque chose qu'on tient pour acquis, parce que ça existe un peu partout dans notre pays, mais ce n'est pas le cas dans les autres pays du monde. Alors, mon père s'est marié, ma mère voulait un enfant, mon père en voulait 12. Alors, donc, c'est moi le 1. Et mes 2 parents, comme ils venaient de familles modestes qui accordaient beaucoup de valeur à l'éducation, à l'instruction, ils ont décidé que je devrais m'instruire, je devrais faire des études. Alors, ils ont tout fait pour que ça se passe. Ma mère a été la présidente de l'équipe Gregory, que j'aime ça ou pas. Ma mère a eu une relation fantastique Come to school bag, she would love. avec mon cartable. Bon, parce qu'elle adorait mes manuels d'école, elle posait des questions, etc. Elle surveillait tout ce que je faisais. Elle vérifiait en fait, toutes mes tâches scolaires, tout ce que j'écrivais en tant qu'enfant. Et elle n'acceptait pas un effort, un simple effort. Il fallait vraiment que je fasse tout mon possible. Il fallait toujours que j'en fasse plus. Lorsque j'avais 9 ans, le jour de mon anniversaire, ma mère m'a dit, « Tu veux pratiquer ton piano? » Et j'ai dit, « Oh, écoute, c'est mon anniversaire, peut-être plus tard. » Elle a dit, « T'es sûre parce que tu as un concert la semaine prochaine? » Alors, j'ai dit, « D'accord. » Et ensuite, mes amis sont venus chez nous. On a eu un party. C'était formidable. Ensuite, lors du lunch, ma mère est venue me voir. Elle a dit, « Bon, ben, est-ce que tu vas pratiquer là maintenant? » J'ai dit, « Non, j'ai mes amis ici. » Alors, écoute, toi, tu as 2 choix ici. Soit je dis à tes amis de partir et puis tu pratiques, ou je dis à tes amis, en fait, d'aller dans le sous-sol et tu vas pratiquer. Ma mère était pas cool. Elle était pas cool du tout. Mais elle était déterminée et voulait, en fait, que j'aille aussi loin que je pourrais. J'étais pas si disciplinée que ça en tant qu'enfant, mais ça, c'était le moment où je devais obéir. Écoutez, c'est pourquoi j'ai commencé par vous dire Que le monde entier va nous écouter. Une fois qu'on s'est fait une idée, une fois qu'on a trouvé notre mission. The fantastic thing about my captain, alors, ce qui est formidable pour ce qui est de ma capitaine, ma mère, peut-être que je vous parle beaucoup de ma mère ce matin, mais c'est parce qu'elle est décédée il y a quelques semaines. Elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Sa santé a décliné pendant à peu près 15 ans. Mais avant cette maladie, ça a été une capitaine vraiment déterminée pour mon équipe. De toute façon, plusieurs années plus tard, bon, en tant qu'enfant, finalement, je suis devenu discipliné, je suis devenu rigoureux. J'ai participé à des compétitions, des concours de piano international et national. J'ai joué aussi de la clarinette, du violon, etc. Bon, un jour, je suis allée voir donc ma prof de première année et j'ai dit, je veux faire partie du chœur. Elle a dit, d'accord. Ben, j'ai dit, où sont les autres qui font partie du chœur? Ben, elle a dit, on va commencer par toi. Alors, finalement, ça a donné un chœur de 73 filles, un garçon. C'est formidable. J'ai chanté pendant quelques années. Ensuite, j'ai été recrutée par une école de chorale. Et ensuite, lorsque je suis devenue un jeune adulte, donc à 16 ans, un prof m'a dit, on va t'envoyer pour diriger un chœur. J'ai dit, d'accord, OK, tu dis non, mais je t'envoie en fait diriger ce chœur. Alors, je devais être là pour 3 mois. Finalement, j'y suis restée 23 ans. Alors, c'était formidable. On a fait beaucoup de voyages. on allait au Japon, on allait en Europe, on allait en Afrique du Sud, on allait en Indonésie, on voyageait partout avec la chorale que je dirigeais, avec des jeunes comme vous, là, exactement de votre âge. Et puis, et éventuellement, on s'est fait tellement d'amis. We had so many friends everywhere in the world that would host. On avait tellement d'amis qui nous accueillaient à travers le monde qu'ils ont commencé à venir au Canada eux aussi. Alors, il y a des étés où on avait 2, 5, 10, 15, 25 chœurs avec des centaines d'enfants qui étaient là, qui venaient nous voir. Ah, j'ai dit, bon, ben d'accord, on organise un festival. La première année de festival que j'ai fondé, en fait, j'avais 8000 choristes qui se sont rendus chez nous cette année-là.
Et cette année-là, à la fin de l'événement, j'ai vu, en fait, un visage que je connaissais. En fait, c'était mon enseignante de première année qui était venue me voir. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a dit, tu sais quoi, c'est parce que les 8000 choristes, les dizaines de milliers de spectateurs, je sais que tout ça, c'est grâce à moi. Et elle avait raison. Elle avait raison. Et pourquoi est-ce qu'elle avait raison? C'est parce que lorsque je lui ai demandé en première année est-ce que je fais faire partie de la chorale, elle aurait pu dire, je m'excuse, Grégory, mais on n'a pas de chœur dans cette école. Elle aurait pu dire, on n'a pas de chorale dans cette école. C'est pas mon travail. Elle aurait pu me dire ça, mais à la place, elle a dit oui. Donc, elle m'a écouté. Bon, j'essayais de faire en sorte qu'elle m'écoute. Elle m'a écouté et ensuite, elle a dit oui, ce qui prouve que le oui, c'est probablement le mot le plus puissant dans n'importe quelle langue. En fait, pendant mes années d'école secondaire, j'ai essayé d'apprendre à mes copines de l'école secondaire, en fait, que oui, en fait, c'était un beau mot. Ça n'a pas toujours bien marché. De toute façon, je suis devenue une adulte, j'ai étudié le droit, je suis devenue un avocat. J'ai continué à faire de la musique, à voyager et à jouer à travers le monde. Plus tard, j'ai fondé une compagnie de production. J'ai animé des émissions télévisées. J'ai ratissé le monde et j'ai travaillé donc avec une des étoiles des années 90, Céline Dion. Et toutes les expériences que j'ai vécues m'ont convaincu qu'on pouvait en faire plus, que je pouvais rêver plus grand, que je pouvais en faire plus encore. Et c'est ça, l'aventure humaine. C'est ça que ça devrait être. Et ça a été le cas pour moi pendant très, très longtemps. Alors, j'ai fait beaucoup de choses. Cette année, comme on l'a dit lorsqu'on m'a présenté, j'ai eu un grand honneur. Je suis devenue donc membre de l'Ordre du Canada. Pour ça, but also because I have also spent Mais aussi parce que j'ai passé les 30 dernières années à travailler avec les enfants par le biais de la science, des chorales, par le biais de l'enseignement à mains égards. Et c'est probablement là, ça dont je suis le plus fière. J'ai passé pratiquement 30 de mon temps à travailler sur des choses que j'aimais, un autre 30 qui était consacré à ma famille. Tout d'abord à ma mère et à mon père. Je suis maintenant mariée depuis environ 10 ans. J'ai un enfant de 5 ans. C'est aussi pourquoi je pense beaucoup à votre âge. Bon, j'ai une petite fille de 5 ans qui me ressemble beaucoup trop. Lorsque j'étais un enfant, je dormais 3 heures par jour. Mes parents étaient en train de devenir fous. Ma fille est génétiquement la mienne parce qu'elle ne dort aussi que 3 heures par nuit. Elle est toujours prête à relever toutes sortes de défis. Je lui ai donné un violon lorsqu'elle avait 2 ans. C'est une très bonne musicienne déjà. Elle joue de la clarinette, du piano. Elle est intéressée dans des millions de choses. Et elle écoute. Et elle sait comment faire en sorte que les autres l'écoutent aussi. Alors, voilà un bref survol de ce qui s'est passé dans ma vie. Maintenant, j'aimerais revenir à ce que je vous ai dit au début. Je vous ai dit que c'est un événement qui serait... En fait, que ce que je vous dirais serait intéressant pour moi, peut-être pas tellement pour vous. Mais en même temps, je suis le résultat d'un grand nombre d'expériences. qui ont été vécues par mes grands-parents, par mes parents et par moi-même. I told you about my grandparents. Parler de mes grands-parents. En fait, leur réalité était très différente de la mienne. Lorsque j'ai acheté ma première maison, la réaction de mon père, ça a été: peux-tu imaginer que ton grand-père n'avait même pas le droit d'être propriétaire d'une propriété et te voilà avec une maison? Ce qui montre qu'en très peu de temps, lorsque les gens interviennent et s'assurent que les gens vont les écouter, les choses peuvent changer. Je vous ai dit que mon père s'était rendu aux États-Unis dans les années 60. Et dans les années 60, il ne pouvait même pas aller dans le même hôtel que les Blancs. Et il ne pouvait pas manger dans le même restaurant. Il n'avait pas le droit de monter dans l'autobus par la porte d'en avant, mais il devait par la porte d'en arrière. Il ne pouvait pas s'asseoir. Ces réalités, donc, des années 60 ne sont pas si loin de nous. Et ensuite, on a eu l'administration Obama pendant 8 ans. Quel changement! Et ensuite, on a décidé de retourner dans l'autre direction. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Et il y a toujours le mouvement du pendule. On avance et on recule. Voilà, ça, c'était la réalité de mon père.
Imaginez à quel point le monde a changé à partir de mon grand-père qui a travaillé dans une plantation à moi-même qui ai eu l'opportunité de devenir pratiquement tout ce que je voulais devenir. En 2 générations avant moi, c'est que les changements qui doivent avoir lieu maintenant peuvent aussi exister en peu de temps. As a teenager, I told you, En tant qu'adolescent, je vous l'ai déjà dit, j'ai demandé à mes parents qu'est-ce que je devrais faire, en fait. Ça a l'air, en fait, d'un titre de chanson de Doris Day. Et ils m'ont dit, écoute, et ensuite, assure-toi que les gens vont t'écouter, vont écouter ce que tu as à dire. Je sais que ça a l'air un petit peu facétieux, c'est un peu comme un vieux qui vous dirait quoi faire, vous les jeunes. Mais voici mon expérience. Il faut que vous écoutiez, non pas m'écoutez moi ou écoutez les autres, mais écoutez à cette voix intérieure. La voix qui vous dit « Ah, ça me dérange », au point où vraiment je veux en faire quelque chose. Ça, c'est une passion pour moi, tellement que je veux en faire quelque chose. Ceci est incroyablement intéressant et c'est crucial pour le monde et je veux en fait que le monde le sache. qui hurle déjà. La même passion qu'il y a à l'intérieur qui s'applique des fois pour un film ou pour une musique ou pour un artiste ou pour une vedette. Listen to that voice inside. I'm not actually Écoutez cette voix intérieure. Je vous dis pas qu'il faut que vous soyez servile vis-à-vis des autres gens. Ce que je vous recommande, c'est d'écouter votre voix intérieure. Écoutez-vous vous-même et identifiez cette mission. L'urgence, pardon, c'est d'identifier la mission, votre mission. Parce que si vous échouez dans votre mission, peu importe la mission en question, ça sera peut-être que vous voudrez être un dentiste, un architecte, un avocat, en fait, comme l'a dit le chef Mitchell au début. Peu importe. L'urgence, c'est pas lorsque vous identifiez la mission, mais c'est de trouver la mission en question. Et ensuite, l'obligation, parce que la liberté s'accompagne toujours d'obligation. L'obligation, c'est d'en faire quelque chose. Je suis pratiquement certain que si vous êtes ici, c'est ce que vous ressentez. Vous avez ce feu qui brûle en vous. Quelquefois, donc, ce feu se heurte à des événements qui sont difficiles à surmonter. Quelquefois, donc, le chagrin. Quelquefois, vous avez un non au lieu d'un oui. Les gens vous disent non et ça vous décourage, ça nous décourage. Alors, ce que je vous dis ce matin, parce que ça a fonctionné pour moi, écoutez cette petite voix intérieure et ensuite, assurez-vous de saisir toutes les opportunités pour en faire quelque chose, pour faire en sorte que ça se réalise. Ce qui est fantastique, c'est qu'on vit dans un pays où tout cela est possible. La plupart des gens dans le monde ne vivent pas dans ce pays ou ne vivent pas dans des pays où cela est possible. Je vais conclure en vous disant ceci. Bon, je vais vous dire 2 choses. J'ai eu le privilège d'animer une émission il y a quelques années qui s'intitulait « Avoir 16 ans ». Et j'ai eu l'occasion de traverser le Canada et d'interviewer des gens qui avaient 16 ans. Et je suis rendue à Haïti. Ensuite, je suis allée en Thaïlande. Ensuite, je suis allée au Sénégal. Et ce qui est incroyable, et je suis allée au Brésil aussi. Alors, ce qui est incroyable, c'est que je demandais aux jeunes de 16 ans ce qu'ils attendaient du monde, ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils voulaient réaliser. Et ce qui est en fait amusant et triste d'une certaine façon, c'est que les plus grands rêves n'ont pas été mentionnés par les gens de ce pays-ci. Les plus grands rêves venaient de cet enfant au Sénégal qui voulait être pilote de bombardier, qui voulait devenir un pilote, piloter des avions. Et il était là dans cette région très pauvre du Sénégal. Et moi, je me disais tout ce temps-là, bon, tu devrais réfléchir à ton avenir parce que ce rêve va jamais se réaliser. C'est pas ce que je lui ai dit, cependant. Mais j'ai dit, c'est impossible. Alors, cette jeune fille de 16 ans en Haïti devait marcher 1h30 tous les jours pour partir de sa petite ville et se rendre à l'école. Il devait, en fait, manquer l'école l'après-midi pour qu'elle puisse revenir à la maison encore 1h30 et vendre des articles aux touristes. Et elle voulait devenir médecin. Je me suis dit, bon, j'ai pas dit que c'était impossible, mais je me suis dit, mon Dieu, ton ambition est formidable si on compare ça aux infrastructures, à la facilité que nous avons d'obtenir ça ici. Et les plans, les projets, les ambitions étaient formidables, ce qui est exprimé par ces enfants. Et je me suis sentie un petit peu triste à ce moment-là de voir que ici, dans notre pays, à 16 ans, un jeune va dire, ouais, je veux m'amuser. Et
Je veux jouir de la vie. Bon, je juge pas. J'ai dit que j'étais un petit peu triste d'entendre ça. Alors, j'espère que cette idée de savoir que dans d'autres endroits du monde, d'opérer un changement, de changer le monde. Et ne le peuvent pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas eu le privilège de naître ici, de naître dans un endroit où on a accès à l'éducation, on a la possibilité d'exprimer sa propre volonté. I hope you cherish. j'espère que vous le savez et j'espère que vous chérissez cette opportunité, ce privilège que vous avez de vivre ici. Et ça, ce n'est pas une remarque politique, c'est une remarque personnelle. Nous vivons dans un pays privilégié et ce qui augmente même notre responsabilité. Alors, identifiez votre mission, faites en sorte qu'elle voit le jour. Réalisez votre mission, parce que si vous réalisez votre mission, vous allez m'aider à réaliser la mienne, vous allez aider ma petite fille de 5 ans à réaliser la sienne, et nous pouvons faire en sorte que le monde nous écoute si nous essayons. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Charles. Plaisir. Nous avons quelques minutes maintenant pour répondre aux questions. Nous vous invitons ceux et celles qui souhaitent poser une question de se mettre en file devant les 2 ambassadeurs, ambassadrices qui ont les micros. Donc, Sarah, ici présente, et Farid vont se placer dans l'allée. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez vous mettre en file. Please ask me. S'il vous plaît, posez-moi des questions. Alors, pour ceux d'entre vous qui aimeraient poser une question à M. Charles, alors placez-vous dans la queue, là où est Sarah et son collègue avec les micros. Participe en ligne, vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse et on va tenter de faire entendre votre voix également. Online? Yes. If you're watching online, Si vous nous regardez en ligne, sentez-vous bien à l'aise de participer de la façon dont vous êtes habitué. Cliquez sur le bouton « Participer » ou faites-nous parvenir un courriel à 150 expériencecanada.ca. Bonjour. Je sais que vous faites beaucoup de bénévolat auprès des enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait nous faire en tant qu'individu, en tant que pays pour aider la petite fille en Haïti, par exemple, qui voulait devenir médecin? Excellente question. Comment t'appelles-tu? Anita. Bon, ça, c'est une très bonne question. Première chose que je voudrais dire, c'est que je ne crois pas que tout enfant, quel que soit son âge, puisse faire de grandes études. Et je ne pense pas qu'un système d'éducation, quelle que soit la province, fonctionne seul. Bon, pour élever un enfant, il faut un village. C'est ce qu'on dit en Afrique. C'est ce qu'on dit en Haïti. Si vous voulez que l'éducation fonctionne, si vous voulez que les enfants, en fait, réalisent leurs rêves, à ce moment-là, il faut impliquer les parents, que la personne à la pharmacie, en fait, fasse sa part. Tout le monde dans la communauté doit faire sa part. Je pense que la première étape, c'est de faire en sorte que les gens qui ne sont pas dans le système d'éducation, que ceux qui ne sont pas enseignants, en fait, enseignent. Bon, par exemple, qu'est-ce qu'on dit en Afrique? Si vous pouvez marcher, vous pouvez courir. Si vous pouvez parler, vous pouvez enseigner. Peu importe ce que vous voulez devenir, un dentiste, un architecte, une secrétaire, peu importe. Enseigner, ça devrait faire partie du projet. Alors, pour que ça se produise, les écoles, les communautés doivent faire en sorte que ça soit possible pour que les gens puissent partager leurs connaissances et leurs expériences. Merci. Merci, Benita. we'll get maybe 2 or 3 questions at once. Alors, donc, on aura probablement 2 ou 3 questions des gens qui font la queue ici, là. Qu'est-ce que, d'après vous, de quoi est-ce qu'on devrait être équipé pour réussir, en fait, les gens de notre âge, de notre génération? Quelles sont vos stratégies pour vous en sortir dans les temps difficiles lorsque les gens ne coopèrent pas? Bon, alors, je vais répondre à cette question. Tout d'abord, en fait, soyez
accueillant, en fait, pour ce qui est des entraves, des obstacles. C'est là que vous allez voir ce que vous pouvez faire. Je peux vous dire que j'ai un doctorat en droit. J'ai gagné des millions de concours. J'ai vendu 2 millions de billets. J'ai vendu autant d'albums. Et je peux vous dire maintenant que ce qu'on ne dit pas, en fait, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on va présenter, c'est que j'ai échoué. Je suis un entrepreneur. J'ai fait de l'argent, j'en ai perdu. J'ai échoué tellement de fois. L'échec, c'est fantastique. Alors, traverser des temps difficiles, c'est formidable. Ça vous permet de vous relever. Parce que à ce moment-là, vous allez dire, est-ce que je vais rêver plus petit ou rêver plus grand? Si si les gens, en fait, à tout temps, pouvaient vous dire, je vais t'aider, mais ce n'est pas le cas. En fait, ce qui vaut la peine, c'est rarement facile. Ce qui est important, en fait, je pense que c'est le Dalai Lama qui dit ça. Peu importe si vous perdez, mais ne perdez pas une leçon. Tirez des leçons. Lorsque vous échouez, lorsque vous essayez quelque chose et ça ne fonctionne pas, vous vous relevez, vous écoutez, et vous essayez de voir ce qui n'a pas marché. Ensuite, vous vous relevez et vous ébauchez d'autres plans. L'échec, c'est formidable. Et tous ceux, en fait, qui ont eu des succès, en fait, écoutez les mots très sages de Wayne Gretzky. Probablement que vous avez entendu ça. Lui, il a échoué, en fait, pour tous les coups qu'il ne prenait pas. Mais chaque fois qu'il avait la rondelle, par contre, il réussissait. Il marquait un but. Ce qui revient aux vertus dont vous avez parlé. Bon, j'en vois quelques-unes. Des vertus qui sont importantes pour vous. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui. Alors, les vertus qui sont importantes pour votre génération. Je vous dirais que la première qualité, c'est la curiosité. Et c'est drôle parce que je sais que vous vous percevez comme étant très curieux. Et quelquefois, je ne suis pas si certain que ce soit le cas. La raison pour laquelle je ne suis pas si sûre, c'est que le monde a tellement changé depuis que j'avais votre âge. Lorsque j'avais votre âge et qu'on cherchait quelque chose, on cherchait, et on essayait d'être plus précis, de circonscrire, etc. Mais vous avez quelque chose qui s'appelle Google ou Bing pour ceux qui travaillent sur Microsoft. C'est fantastique parce que vous mettez un mot-clé et tout d'un coup, on vous donne des millions, des zillions d'articles. Mais on ne peut pas tous les lire. De toute façon, on s'arrête au premier, deuxième, troisième, et ensuite la curiosité meurt. Et ça ne devrait pas être le cas parce que la vérité, c'est que dans une multiplicité d'histoires, de récits, d'articles, je vous dirais que la curiosité, c'est quelque chose de suprêmement important. Deuxième chose, et ça c'est plus difficile pour vous que ça l'était pour nous, c'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe, indéniablement, c'est la chose la plus importante. Moi, à mon époque, les familles étaient plus grosses, même si moi je suis enfant unique. Des familles de 5-6 enfants qui vivaient tous dans la même pièce, qui devaient partager la même voiture, le même appareil de télévision. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, elles sont différentes. Il faut plus que jamais travailler en équipe. Et je ne pense pas que vous soyez habitués, vous, en fait, au travail d'équipe. Tout est individuel. Vous n'écoutez pas la même musique, vous ne regardez pas les mêmes films. Le travail d'équipe, c'est très, très important. Pouvez-vous travailler en équipe? Je suis sûre que oui. Alors, le travail d'équipe, ne l'oubliez pas, c'est important. On va accueillir 2 autres questions. À votre avis, quel est le plus gros défi que doit relever la jeunesse canadienne aujourd'hui? Bon, il y en a un bon nombre, et ça, c'est le plus gros défi. Il y en a plusieurs. Comme je vous ai dit plus tôt, on m'a dit, et c'était juste, on m'a dit en tant qu'adolescent, écoute et fais en sorte que les gens t'écoutent. Le plus gros défi qui se pose à vous, les jeunes, c'est que il n'y en a pas beaucoup. Nous, les plus vieux, les aînés, bon, on est tellement nombreux. Vous êtes si peu nombreux. Nous, on est préoccupés par notre santé, par la façon dont les gens vont nous traiter lorsque on va être à la retraite. Nous, on est préoccupés. Et vous devez crier très, très fort pour nous dire « Hey, bande de morons, la planète est en train de mourir. Et il n'y a pas d'eau. » Il faut que vous criez ce message très fort parce que nous, on est tellement nombreux. Je ne sais pas ici de plaisanter, mais vous voyez ça de vos yeux. Vous pouvez dire que c'est ça le défi auquel est confrontée votre génération.
Et nous, en fait, ça nous rend un petit peu mal à l'aise. C'est difficile. Bon, en fait, les compétences en communication, vous les avez. Vous êtes ouvert sur le monde. L'accès à la liberté d'expression, tout ça, c'est là. Et l'accès à l'éducation aussi. Mais ce qui est votre gros défi, c'est le grand nombre de gens qui doivent vous écouter. Mais pouvez-vous convaincre les gens? Bien sûr. Je vais vous donner quelques exemples. Nelson Mandela, Gandhi. Le monde entier était contre eux. Et pourtant, les gens les ont écoutés. En plus, ils ont fait en sorte que les gens les écoutent par le biais d'actions non violentes. Je vous ai parlé de Martin Luther King auparavant. Excellents exemples. S'il y en a parmi vous qui voudraient devenir des Martin Luther King, des Gandhi ou d'autres semblables, eh bien, ça peut fonctionner. C'est possible. Mark, à votre avis, quelle est la plus grosse occasion ou opportunité sur laquelle doit sauter notre génération à l'avenir? La plus grosse occasion, la plus grosse opportunité, il y en a beaucoup. On vient de parler des défis, mais des occasions, il y en a. Je suis pratiquement certain que vous pourriez peut-être pas imaginer ça, mais lorsque ma mère avait votre âge, le choix des projets qu'elle pouvait avoir pour l'avenir, il y avait 3 choses. Elle pouvait devenir une infirmière, une enseignante ou une comptable. Je suis à peu près certain que vous savez que vous pouvez devenir ce que vous voulez. Je ne dis pas que vous pouvez devenir You and I are both too short. But you can become absolutely anything. Joueur pour les Raptors. Si vous multipliez votre nombre, le nombre d'individus dans votre génération, si vous prenez chacune d'entre vous, et en passant, en répondant à votre question, en première année, j'avais un ami qui a fait le primaire avec moi et l'école secondaire. C'était un enfant obèse qui voulait devenir pilote. Alors, on l'encourageait tout le temps. Mais à un moment donné, on s'est dit qu'il ne rentrerait pas dans un aéronef. Bon, vous allez probablement dire que c'est pas très gentil ce que je dis. C'est un peu désobligeant. Non, non, il était gras. Il était pas mal gros. Il était tellement gros. Bon, il aimait nager. Il n'a jamais gagné de compétition parce que nous, en fait, on était plus légers et on nageait plus rapidement. J'essaie de vous donner l'image. C'est un gros gars. Et chacun de ses exposés à l'école, bon, c'était toujours sur les avions. En fait, tout ce qui pouvait voler. Les hélicoptères. Et dans notre esprit, on se disait, bon, c'est bien amusant tout ça, mais mon gars, tu y arriveras jamais parce que tu es trop gros. Alors, bon, lorsque j'étais à une émission de télévision, à l'émission des Dragons, il y a quelqu'un qui voulait devenir sapeur-pompier. Et le dragon disait, je veux devenir un sapeur-pompier. Tout le monde disait, tu peux pas venir un sapeur-pompier. De toute façon, il est devenu pompier. Et mon ami est devenu pilote, en fin de compte. Il a déménagé dans les prairies. Il a été responsable de l'un des programmes pour les forces aériennes ici au Canada. Alors, lorsque j'étais enfant, c'était vrai pour lui et il nous a tous surpris parce que à 14 ans, ou en 14e année, pardon, il était plus mince et il me dirait maintenant, toi, tu es trop gros. C'est toi qui ne rentrerais pas dans un avion à l'heure actuelle. Alors, il a réussi à relever le défi. Mais en conclusion, je vous dirais, écoutez, bon, ça c'est redondant, je me répète. Bon, écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit, c'est ce que je veux faire. Et ensuite, faites-le. Faites en sorte que ça se concrétise. Sinon, vous gaspillez quelque chose. Vous gaspillez quelque chose qui est disponible. Lorsqu'il y a quelques générations, beaucoup de gens pensaient ou voulaient faire des choses, mais ce n'était pas possible. Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne suis pas très certain. Je veux faire tout mon possible. Je fais beaucoup d'efforts. L'objectif de ma vie, c'est de devenir donc un universitaire. J'aime apprendre. Je vais apprendre le plus de choses possible. Une autre question que j'aimerais te poser. Oublie ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu aimerais changer, toi, personnellement, lorsque tu écoutes des adultes ou d'autres enfants de ton âge et que tu penses à la planète? Parce que toi et moi, on vit, en fait, dans ce bateau-là. Qu'est-ce que tu aimerais changer? L'Internet, tout le monde est branché sur l'Internet. Pourquoi? À cause de l'accès à l'information et puis l'accès à l'éducation. Mais trop, les gens sont trop connectés, sont trop branchés.
sur l'Internet. C'est ce que je pense. Bon, ben, tu as un plan, là? Essaie de voir comment tu pourras atteindre ton objectif. Merci. Donc, malheureusement, c'était tout le temps dont nous disposions pour la période de questions. Nous vous remercions beaucoup de votre participation, Monsieur Charles. Before you go, Mr. Charles, Avant que vous ne partiez, Monsieur Charles, nous voudrions inviter Maria Lavoie à se joindre à nous pour vous remercier au nom du Forum. Merci beaucoup. Merci à tous. Le deuxième présentateur de la matinée est Daniel Germain, fondateur des Clubs du Petit Déjeuner du Canada. Le Club des Petits Déjeuners du Québec, en 1994, cet organisme à but non lucratif offre aux enfants des quartiers défavorisés un petit déjeuner nutritif dans un environnement qui nourrit leur estime de soi. En 2005, Daniel Germain a fondé le Club des Petits Déjeuners du Canada. Un an plus tard, il crée le Sommet du millénaire de Montréal, un événement devenu un important congrès international dans le domaine du militantisme social. in 2012, En 2012, M. Germain a lancé l'heure des enfants qui célèbre et reconnaît les réussites des écoles et des élèves. M. Germain s'est vu attribuer l'Ordre du Canada en 2010 pour son dévouement et son engagement vis-à-vis de l'amélioration de la vie des jeunes et des enfants. Accueillons, s'il vous plaît, M. Daniel Germain. One, two, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Hello, hello. Peut-être juste un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci. Je vais faire dangereux. I'll do something very dangerous right now. Je vais faire quelque chose de très dangereux maintenant. Je vais compter 1, 2, 3 et à 3, je vais vous demander tous de vous lever, de vous étendre, vous délier les membres, de ne pas trop parler. 1, 2, 3, levez-vous et on s'étire. You can take few seconds. Prenez quelques secondes, oui. Étirez-vous bien. Wow. Bon, oui, je l'ai. C'est beau. Très bien. Bravo pour l'exercice. Merci beaucoup. Alors, je veux préciser quelque chose. Mon accent, eh bien, vous êtes pris avec. Ça ne s'améliorera pas. Combien parmi vous êtes pur francophone, qui ne parlez que le français? Levez la main si vous êtes pur francophone. Ah. Bon, alors je vais devoir parler avec cet accent. Je vais faire mon possible pour que ce soit compréhensible. Excusez-moi si parfois je n'emploie pas les bons termes, mais je vais faire mon possible. C'est un privilège pour moi d'être avec vous. C'est vraiment un privilège. Ça fait 22 ou 23 ans que je suis entrepreneur social et je n'ai jamais accepté qu'on me paye pour prendre la parole devant des groupes parce que moi, je veux choisir à qui je m'adresse. Je veux choisir mon auditoire et parce que je veux pouvoir apporter mon message au bon public. Et je crois que vous êtes la génération que j'attends. Vraiment, je suis sincère. Et je vais essayer de vous prouver pourquoi je crois cela. Mes diapositives sont en français, j'aurais pu les traduire, mais je ne connaissais pas mon auditoire. Alors, essentiellement, tourner le monde vers la paix. J'ai reçu la médaille de la paix il y a quelques années. On me l'a annoncé en juin 2010. Et on m'a dit, en novembre, on va vous attribuer la médaille de la paix. Et j'ai essayé de comprendre le pourquoi de cela. Pourquoi est-ce que moi, je mérite la médaille de la paix? J'avais 46 ans à l'époque, j'ai 53 ans maintenant. Enfin, vous connaissez le calcul, je n'ai pas besoin de vous dire quel âge j'ai. Alors, j'avais 46 ans à l'époque. Et je me disais, waouh, qui aurait pu penser qu'on m'attribue, qu'on me décerne cette médaille de la paix? J'ai été très, très touchée, très émue. Eh bien, arrive le moment où on va m'attribuer le prix en novembre 2010. Et il y avait 500 personnes dans la foule. Et je dis, c'est un grand honneur pour moi de recevoir cette médaille. Mais je dois vous dire quelque chose. Pour les 23 premières années de ma vie, je ne connaissais pas la paix. Je ne vivais pas du tout dans la paix. J'ai été élevée dans des foyers d'accueil et dans un milieu là, je serai prudent avec ce que je dis parce que nous sommes en live stream, mais j'ai vécu dans un milieu très difficile. Et à 22 ans, j'étais en prison à New York. Alors, j'ai dit à la foule à ce moment-là, vous pouvez encore vous changer d'avis si vous ne voulez pas m'attribuer la médaille de la paix après ce que je viens de vous dire. Vous avez encore le temps de changer d'avis.
Évidemment, manifestement, les choses ont changé pour moi. Lorsque je suis sortie de prison, dans la petite vingtaine, j'ai voulu me revirer de bord, changer ma vie. Je voulais un nouveau départ dans la vie. Alors, la première chose que j'ai faite pour commencer ce changement, c'est que je me suis associée à une ONG pour voyager vers Mexico. Je n'avais pas encore assumé mon plein changement. Je voulais surtout voyager. Donc, je suis arrivée avec cette ONG à Mexico, dans la ville de Mexico, et ils m'ont amenée sur un dépotoir où vivaient 50 000 enfants. Et moi, j'en croyais pas mes yeux. Je n'en revenais pas lorsque j'ai vu ça. 50 000 enfants qui vivaient dans un dépotoir, dans un lieu de déversement de déchets. Ils vivaient là, ils dormaient là, et ils faisaient le tri des ordures tous les jours. Et c'est une grande ville, Mexico, donc il y a beaucoup, beaucoup d'ordures, de déchets. Alors, lorsque j'ai mis les pieds là et que j'ai vu cela, quelque chose m'est arrivé. Alors, j'ai vu ces enfants avec mes yeux et je les ai ressentis dans mon cœur. Et j'ai formulé une promesse ce jour-là. J'ai formulé la promesse de lutter pour eux, de combattre pour eux pour le restant de ma vie. Et ils ne le savaient pas, mais moi, je possédais rien du tout à l'époque. Mais la colère que j'ai ressentie pendant toute ma jeunesse, ce jour-là, cette colère s'est transformée, a changé d'orientation, a commencé à viser la justice, la nécessité d'apporter des changements, le désir, la volonté d'apporter des changements. Évidemment, malheureusement, moi, je n'ai pas de diplôme d'études secondaires. Parfois, lorsque je prononce des discours dans des écoles secondaires ou au collège, ils me disent « ne parlez pas de votre éducation, de votre formation ». Et parce qu'ils me disent de ne pas en parler, j'en parle toujours, évidemment. Parce que je veux que vous compreniez que moi, je sais que vous me dépassez déjà sur le plan de l'enseignement, mais je veux que vous sachiez que quel que soit votre point de départ, il y a un monde qui a besoin de vos rêves, de votre vision, de vos idées. Vous êtes la génération qui pourra le faire. Que vous veuillez assumer ce fardeau ou non, eh bien, vous êtes la génération qui peut le faire. Alors, vous pouvez relever ce défi. Moi, j'ai appris tellement de choses. J'ai toujours lutté pour les enfants depuis ce premier jour où j'ai vu le gros dépotoir à Mexico. Je me suis rendue sur place 30-35 fois. Je suis allée très, très fréquemment en Haïti également avec rien. J'apportais avec moi une équipe de peut-être 2, 3, 5, 15, 100, 200 personnes à la fois qui venaient des collèges, des universités, des médecins, des dentistes, du Canada, des États-Unis, de l'Europe, peu importe. Tous ces gens-là m'accompagnaient. Et tout le monde disait « Oh, on adore le rêve de ce gars, la vision de ce gars, mais on n'aime pas le visionnaire. » C'était moi le visionnaire, on ne m'aimait pas moi. Pourquoi? Parce que j'étais un peu rough. J'avais pas appris à parler correctement, à me tenir bien en société. Mais les gens ont cru en moi. Ils m'ont mis le bras autour de mes épaules. Ils ont dit, écoute, on va t'apprendre à comment parfois te clouer le bec, te taire pour pouvoir écouter. Et parfois de t'excuser. Alors, j'ai appris tellement de choses pendant cette époque, pendant ma vingtaine, au début de mon militantisme. Et je vois tous ces souvenirs remonter en moi quand je vous en parle. Vous savez, il y a tellement de statistiques qui sont la réalité pour moi. Mais qui sont une réalité. Do you know that 25... Savez-vous que 25 000 enfants meurent tous les jours de causes non naturelles, de morts non naturelles? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils auraient pu être sauvés, être épargnés, ils auraient pu recevoir la médecine ou l'aide qu'il leur fallait pour survivre. Mais 25 000 enfants meurent tous les jours de causes non naturelles. Alors, je vais vous dresser une image dans votre tête. C'est l'équivalent de 65 Boeing 777, plein d'enfants qui s'écrasent tous les jours sans survivants. C'est ce qui se passe tous les jours. Lorsque j'étais jeune et lorsqu'on parlait de la pauvreté, on parlait du tiers-monde. C'était ça pour nous. Un tiers de la Terre était des gens pauvres, le tiers-monde. Et c'est comme ça qu'on définissait la pauvreté. Honte à ma génération, honte à moi. De nos jours, on parle des 2 tiers du monde, en ce sens que les choses ne se sont pas améliorées depuis que moi, je suis devenue adulte. Au contraire, les choses ont empiré.
Je suis désespérée. Je veux absolument que les jeunes garçons, les jeunes filles se soulèvent et déclarent « ça suffit, c'est fini, assez de l'injustice, assez, c'est fini les enfants soldats ». Mon assistante est ici et je parlais récemment à Roméo Dallaire qui s'est consacré corps et âme à la protection des enfants soldats. Je pourrais vous citer tellement de statistiques de choses qui se passent aujourd'hui pendant que nous sommes sur Terre. C'est la responsabilité de ma génération et maintenant de la vôtre. Souvent, lorsqu'on s'adresse aux jeunes, on leur dit « vous êtes l'avenir du Canada ». Non, c'est pas vrai. Vous êtes le présent du Canada. Vous êtes présent maintenant et je vais vous le prouver dans quelques instants. Je vais vous citer des exemples de gens dont vous avez certainement entendu parler. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Est-ce que ça va pour l'accent? Vous n'avez pas décroché, les pauvres? Merci. Merci de m'être resté fidèle. Alors, une fois, j'étais en conférence et j'ai rencontré une femme. La conférence était à Vancouver, Jackie Bollinger. Il y avait quelques 300 ONG représentées à cette conférence. Et cette dame a parlé et elle était tellement décidée, tellement convaincue, elle était tellement passionnée que j'ai voulu m'adresser à elle, mais il y avait 10 000 gens et je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir la retrouver. Alors, je ne vais pas pouvoir aller à l'avant vers la scène, alors je vais la suivre. Alors, je l'ai suivie jusqu'à son hôtel, dans le lobby de l'hôtel. Et j'ai dit, Jackie, est-ce que je pourrais vous parler? Et elle s'est retournée, elle a dit, ben oui. Alors, je lui ai raconté ce que je faisais au Mexique, à Mexico, en Haïti. Elle m'écoutait et elle était pleine de passion. Et moi, j'avais peur parce que je me suis dit, elle va tout voir et elle va voir en mon fort intérieur, elle peut tout voir mes secrets. Elle avait un regard tellement pénétrant que je me suis dit qu'elle allait voir tous mes secrets. Alors, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites chez vous, Daniel? J'ai dit, oh, ça doit être une question d'accent. Je répète, je travaille en Haïti, à Mexico, je ne fais rien du tout chez moi, au Canada. Et comme, vous savez, comme un pêcheur, elle avait un gros filet, je suis tombée en plein dans le filet. Elle m'a regardée en disant, ah oui, vraiment? J'ai toujours pensé qu'il était impossible d'avoir une vision pour le monde si on n'avait pas une vision pour ses propres proches, pour son propre pays, ses concitoyens. Alors, je suis revenue en avion à Montréal et je ne vous dirai pas ce qui me traversait l'esprit, mais je vous assure que les pensées étaient plutôt noires. Je me dis, oh, elle se prend pour une autre, celle-là, franchement, je fais tellement de bien sur Terre, et puis elle me dit ça. Mais le message a retenti en moi. Et tout ça s'est décanté en moi. Et lorsque je suis arrivée à Montréal, je me suis réunie avec les gens qui habituellement voyagent avec moi et j'ai dit non, il va falloir qu'on fasse quelque chose chez nous. Je veux 2 ingrédients. Je veux travailler avec des enfants et je veux trouver une façon de faire changer les choses. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous avez la possibilité de changer quelque chose, c'est à vous de choisir. Trouvez une bonne idée, travaillez dur et réalisez-la. Alors, en 1994, on a commencé avec rien, moins que rien, zéro. Zéro salaire, rien. Une semaine, je pouvais prendre 100 $ et puis la semaine d'après, on avait une voiture, je pouvais conduire une voiture, mais j'avais toujours pas de salaire. On a commencé à zéro. Il a fallu installer une ligne commerciale qui coûtait 80 $ par mois pour cette nouvelle organisation. Et j'ai dit, qui a 80 $? Peut-être que moi, je peux mettre 10 $ et vous autres 10 $. C'est comme ça qu'on a commencé, avec rien. Et on a décidé d'offrir aux enfants un petit déjeuner dans une école de la Rive-Sud de Montréal, une seule école. C'est comme ça qu'on a démarré. On n'était rien, on n'avait rien. On avait juste la détermination, la passion. On n'avait pas peur. On était courageux, on était même téméraire, on voulait faire quelque chose, on voulait agir, on voulait faire changer les choses. Alors écoutez-moi. Ce premier matin-là, le 1er novembre 1994, nous avons nourri 100 enfants dans une école sur la Rive-Sud de Montréal. Et 21 ans plus tard, nous nourrissons plus de 170 000 enfants tous les jours dans ce pays, au Canada. Alors là, vous pourriez applaudir entre parenthèses. Hein? Bon moment pour m'applaudir. Donc, plus de 170 000 enfants sont nourris quotidiennement par notre organisation. Nous avons un budget qui s'élève à des millions de dollars. 95% des dons viennent de citoyens privés. Pourquoi? Parce que nous avons pris le premier pas. Nous avons fait quelque chose, parce que nous savions que si on faisait un premier pas, dès qu'on se retournait, on aurait vu
qu'on avait mis les pieds sur un chemin de destinée qui nous amènerait quelque part. Et ça a marché. Nous avons servi 27 millions de petits déjeuners cette année d'un bout à l'autre du Canada, dans toutes les provinces, dans tous les territoires du Canada. Nous sommes la plus grande organisation qui travaille avec les Premières Nations, qui, entre parenthèses, sont la source, si vous voulez, de la pire honte du Canada. J'ai entendu des jeunes poser des questions. Et entre parenthèses, le chef que vous avez entendu était très humble dans sa... Grégory aussi, qui a été très humble dans sa présentation parce qu'il a donné énormément aux jeunes et son héritage sera vraiment incroyable. Et il a été très humble. Il a parlé de sa vie, de ce qu'il contribuait, mais je vous assure qu'il en a énormément donné. Donc, un type très modeste, Grégory. Et là, j'ai perdu un petit peu le fil. J'en étais où? Ah oui, les Premières Nations. Merci de m'avoir remis sur le droit chemin. Alors, nous avons 170 programmes qui travaillent auprès des Premières Nations, sur réserve et ailleurs. Et il y a une motion devant les Nations Unies visant à définir le terme génocide. Est-ce que le génocide, seulement ce qui se passe dans certains pays d'Afrique, ou est-ce que ça couvre également ce qui s'est passé il y a des années au moment où les Premières Nations ont été placées dans des situations très, très difficiles et pénibles? Nous espérons maintenant que grâce aux nouveaux jeunes chefs qui dirigent les Premières Nations, qui sont des personnes éduquées, qui veulent faire changer les choses, peut-être que les choses vont changer. Mais lorsque j'ai entendu la question « Qu'est-ce que nous devons faire ?», eh bien, il y a plein de choses à faire vis-à-vis des Premières Nations. Pas leur dire quoi faire à eux, mais plutôt travailler, collaborer avec les Premières Nations. Et en tant que jeunes, imaginez le geste, la puissance du geste que vous pourriez avoir si vous vous réunissez, quelle que soit votre race, quelle que soit votre histoire personnelle, vos antécédents, simplement d'agir. Vous êtes toujours avec moi? Oui, je sais que vous êtes fatigué. J'ai presque fini. Là. Vous m'accordez encore 10 minutes? Levez la main si vous m'accordez encore 10 minutes. Je me sentirai mieux. OK, merci. Merci. Alors, je vais prendre une chance. Une gorgée d'eau. Alors, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de faire avancer les diapos. Je ne fais pas ça très bien. Alors, vous êtes souvent la voix du changement. Et ça ne vous étonnera pas. Ah, OK, c'est dans les deux langues. Ah, bravo, ils ont fait un petit peu de magie, là, à l'arrière. Eh bien, merci beaucoup, merci. Les diapos dans les deux langues, c'est formidable. Voilà, belle efficacité. Donc, les jeunes sont souvent la voix du changement. Nous avons au Canada... Combien parmi vous connaissez la journée Oui? Nous avons des jeunes qui s'expriment et qui se rassemblent au pays. Moi, j'ai rencontré ce jeune homme, Craig Kielburger, lorsqu'il n'avait que 12 ans. J'ai vu un petit jeune à la télévision qui revenait d'Inde et du Pakistan. Alors, je vais vous dire juste ça. Il avait 12 ans, ce jeune. Il avait lu un article sur un jeune appelé Iqbal Masih, un jeune Pakistanais qui avait été tué. Vous savez pourquoi? Parce que ce jeune ne voulait plus être esclave. Et il est donc devenu la voix de sa génération en disant « Non, mais c'est fini. C'est fini, on ne continue plus comme ça. » Et ce jeune homme a été tué pour son militantisme. Et Craig, en Ontario, qui n'avait que 12 ans, a lu cette histoire, cet article. Ça l'a touché. Il a fait un discours à son école. Là, j'accélère un petit peu. Et ensuite, il est allé faire une présentation devant un syndicat en Ontario. Il a demandé 10 000 $. Et je vous assure, vous voyez ça sur YouTube. Je vous conseille d'aller le regarder. Et il dit, vous pensez peut-être que j'ai seulement 12 ans, mais ce n'est pas un prétexte parce que je n'ai que 12 ans pour ne rien faire. Et il a ramassé 100 000 $. Alors, il a lu l'article en septembre, et voilà la vitesse à laquelle ça peut progresser si l'on agit. Alors, il a lu l'article en septembre 1994, je pense. Plus ou moins 94, je pense. Donc, en septembre, il a lu cet article. S'est adressé au syndicat en novembre. Et en décembre, il se trouvait en Inde et au Pakistan à apprendre l'histoire des enfants esclaves. Le voici.
Child labor. You have the power in your words, in your actions, and in your policy making. Craig Kielburger is trying to find his way through the corridors of Congress in his fight to shut down child labor. You have the power in your words, in your actions, and in your policy making. Craig decided to take a 7-week trip to South Asia. Has he ever gone to school? He does not know what a school is. With a group of friends, he founded an organization called Free the Children. I'd like to commit to building 100 schools around the world. 100 schools. Very, very powerful vehicle that you're creating here to move children in this direction to take action. Donc Craig Kielburger, âgé de 12 ans, et en l'espace de 5 mois, il faisait la une des journaux. Je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires sur lui, mais je ne le ferai pas aujourd'hui parce qu'il ne me reste plus que 5 minutes. On m'accorde 5 minutes. OK, je suis sur le point de terminer. Peut-être que vous connaissez également Malala Yousafzai. Elle deviendra citoyenne canadienne dans 2 semaines. Non, en fait, demain. Demain, elle va être accueillie à Ottawa et on va lui attribuer la citoyenneté canadienne. Qui peut me dire quel a été le rêve de Malala? Vous vous souvenez du rêve de Malala? Plus fort, je ne vous entends pas. Qui d'autre? Vous avez raison, mais c'est même plus simple que cela. Elle voulait aller à l'école. C'était ça son rêve. Être convaincu de quelque chose ne vous facilite pas forcément le cheminement, mais au moins ça rend possible le rêve. Malala Yousafzai a été victime d'agression, un tir de balle, mais elle n'en est pas morte et elle est devenue lauréate du prix Nobel de la paix. Et qu'est-ce que ça vous permet de conclure? Peu importe quel est votre rêve. J'ai entendu une question tout à l'heure et je vous réponds que peu importe vos origines, que vous veniez du Pakistan où on ne vous permet même pas d'aller à l'école, vous pouvez dire non, non, ça suffit, je vais aller à l'école. Alors, elle est devenue la voix de millions de jeunes filles de par le monde qui peuvent aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les jeunes se redressent et se soulèvent pour dire « ça suffit ». Alors, le moment est venu d'agir. Oui, il est bon, n'est-ce pas, celui qui dirige les diapos, qui fait avancer les diapos, c'est bon. Bon, on a une expression qui dit « ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait ». C'est Mark Twain, l'auteur américain, qui l'a dit. Et si vous pensez que c'est impossible, rien ne va jamais se passer. Mais la génération qui se redresse maintenant et les jeunes partout au Canada, eh bien, j'espère que vous ne pensez pas que c'est impossible parce que, justement, vous allez le faire, quel que soit votre rêve. Alors, je termine là-dessus. C'est l'heure. Le moment est venu d'agir, de faire la différence, de servir d'inspiration à d'autres. Le moment est venu pour vous de prendre la parole, de vous exprimer, d'apporter le changement à votre génération, à votre école, à votre ville, à votre propre pays. C'est l'heure de faire mieux que ce que nous avons fait. Et c'est l'heure de rêver grand, d'avoir de grands rêves. C'est l'heure. C'est votre heure. Profitez-en. Prenez-la. Merci. Merci, Monsieur Germain. C'est maintenant le temps pour la prochaine période des questions. Donc, ceux qui veulent poser leurs questions en ligne, vous pouvez le faire dès maintenant. N'oubliez pas d'écrire votre nom également dans la question. Okay, we're going to have some time for questions again. Alors, une période de questions, encore une fois. On espère que vous aurez des questions à nous poser. Et les gens qui sont en ligne, s'il vous plaît, transmettez-nous vos questions et on va s'en occuper après avoir entendu les questions des gens ici à Montréal. S'il vous plaît, identifiez-vous, mettez votre nom, donc ceux qui sont en ligne. On commence par les 2 premières questions. Alors, je me demandais, comment pensez-vous que notre génération devrait faire en sorte pour aider les gens ici au Canada? Et qu'est-ce qu'il faut pour aider les enfants à travers le monde? C'est mon point de vue, j'en fais pas une loi, mais j'ai tellement appris en faisant une différence à la maison. Je travaille avec les Nations humaines, je travaille avec Jeffrey Sachs, qui était mon idole. Quelquefois, je rencontre des représentants des Nations unies et je me dis « Wow! Ils sont tous docteurs en
en quelque chose. Moi, j'ai aucune étude, mais j'ai fait quelque chose chez moi qui est significatif, qui est important. C'est mon histoire et cette histoire m'a ouvert les portes pour que je prenne la parole un peu partout au monde. Je ne sais pas ce qui va se passer dans votre cas, mais quelquefois, lorsqu'on rêve grand, il y a un point de départ et ça serait bien si ça commençait près de vous, près de votre maison, près de votre ville ou quelque chose comme ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Je m'appelle Carly, je suis de la Colombie-Britannique, de Vancouver, avec le manque d'empathie dont fait preuve la génération d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut motiver les autres jeunes pour aider les moins fortunés et pour s'impliquer dans des causes qui sont importantes pour la société d'aujourd'hui? Je ne pense pas que votre génération manque d'empathie. Je ne crois pas ça. Quelquefois, je pense que il faut simplement faire le premier geste pour atteindre votre rêve. Bon, quelquefois, je demande quelque chose à une entreprise ou peu importe. Bon, il me faut 8 mois avant que j'aie une réponse. Alors, je me suis dit, un jour, je serai dans une position où les gens vont venir me demander des choses et je vais essayer de répondre, contrairement à ce qu'on a fait avec moi. Plusieurs personnes me demandent comment est-ce que je peux... bon, j'ai ce rêve-là, mais par quoi est-ce que je devrais commencer? Ça, la première étape, le premier pas, c'est ça qui est difficile. Votre conviction va faire en sorte que vous saurez quoi faire pour commencer, pour lancer votre rêve. Quelquefois, il faut décider de là où vous vous situerez. Est-ce que vous allez dire, est-ce que je vais faire partie d'une équipe ou si je vais diriger l'équipe en question? Une question importante qu'on doit se poser parce que ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le résultat, le changement qu'on veut apporter. On a une question ici en ligne. Cette question nous vient de Brashear. Quel est le conseil que vous donnez aux jeunes qui ont de grands rêves, mais n'estiment pas qu'ils ont l'appui nécessaire des gens qui les entourent? Eh bien, bienvenue à la réalité. C'est vrai. Bon, je veux que vous me compreniez bien. Bon, la réalité est ce qu'elle est. Votre passion, votre détermination. Je pense pas que Malala Yousafzai, les gens l'ont prise au sérieux, ou peut-être qu'ils l'ont prise au sérieux parce que finalement, ils lui ont tiré dessus. Mais la conviction, la détermination dont elle a fait preuve a fait en sorte que son rêve a pu voir le jour. Malheureusement, je ne vous souhaite pas qu'on vous tire dessus, mais je vous souhaite d'être déterminé pour faire une différence, pour que vous puissiez, en fait, faire le premier pas pour réaliser votre rêve. Bon, écoutez, alors, pour la personne en ligne qu'elle m'appelle, je vais parler avec cette personne 15 minutes pour essayer de bien comprendre sa question et puis je lui donner des conseils. Ça sera plus rapide. Mon courriel, daniel@forthechildren.ca, pour les enfants.ca. Bon, avant de voir les enfants et après que vous soyez sorti de prison, vous avez dit que vous aviez voulu faire un changement, en fait, lorsque vous avez eu les enfants, mais lorsque vous étiez en prison, vous vouliez apporter un changement, mais de quel changement s'agit-il? Je cherchais donc la paix. Moi, j'ai fugué pendant toute ma jeunesse. Je cherchais quelque chose et je me sauvais tout le temps. Mais je cherchais la paix. Je voulais mener une vie normale. Écoutez, quelquefois, je tremble quand je pense que j'aurais pu passer à côté de ce que j'ai fait dans ma vie parce que je ne m'attendais pas à réaliser ce que j'ai réalisé. Et en fait, la première année, donc, j'ai fermé la porte à mon passé. La première année où j'ai communiqué donc avec les ONG, je suis allée voir aussi des animateurs de télévision. J'ai dit, je veux raconter mon histoire moi-même. Et lorsque les gens ont vu les résultats, le changement, après 5 ou 6 ans, ils ont acheté ce changement. Ils ont acheté ce résultat. Bon, en fait, il fallait que je sois Daniel d'abord pour arriver à faire ce que j'ai fait. Alors, on a une question à l'arrière et une question en ligne. Bon, je me sens mal à l'aise parce que c'est pas vraiment une question. Je veux simplement dire que j'ai beaucoup aimé votre présentation. Vous semblez être une personne très sincère et très authentique. Et vos mots m'ont marqué au cœur. Et je voulais simplement vous dire que j'ai beaucoup apprécié votre présentation et je voulais vous dire merci. Merci beaucoup. C'est ça qu'on veut. Très bien. Alors, on a une question ici qui nous vient de quelqu'un qui est en ligne. Jeffan de Vaughan, en Ontario. La pauvreté et l'itinérance au Canada sont des enjeux dont on ne parle pas assez. Comment
recommandez-vous à notre génération de nous attaquer à ce problème ici, tout en ayant un équilibre dans notre vie? Très bonne question. Je ne veux pas prendre parti, mais on a un nouveau premier ministre, le premier ministre Justin Trudeau, lequel, à mon avis, a la vision, la compassion et le désir de mettre de l'avant ces enjeux-là. Je crois dans son leadership et croyez-moi, je ne suis pas payé pour vous dire ça. Si vous n'êtes pas de mon avis, je vous comprendrai, mais je le connais un petit peu. On a travaillé à des événements ensemble. Je pense qu'on a un gouvernement qui veut vraiment apporter du changement. Alors, si vous élevez la voix, tous ou quelques-unes d'entre vous, je vous dirai que votre gouvernement va vous écouter. Commencez par votre ville, votre province et ensuite votre pays. Il s'agit du 150e anniversaire du Canada. Il est maintenant temps de parler de cet enjeu et mettre au défi le gouvernement pour qu'il apporte des changements pour régler ce problème. Parce que nous vivons dans l'un des plus beaux pays au monde et nous avons besoin que tout le monde dans ce pays ait le même sentiment et sente qu'il doit faire quelque chose. Thank you, Mr. Merci, M. Germain. Merci à vous tous et toutes qui ont participé en ligne. Merci à vous tous avec vos excellentes questions. Et il nous faut mettre fin à la période de questions maintenant. Et nous allons nous séparer donc pour avoir des réunions d'atelier. Nous aurons le lunch. Et j'aimerais demander à Henry Klink de venir sur la scène. Et il a un petit gage de reconnaissance pour vous, M. Germain. Merci. Donc, nous allons maintenant prendre une pause dans la diffusion en direct sur le web jusqu'à 1h, heure de l'Est, afin que les jeunes ici à Montréal puissent travailler en groupe afin d'échanger leurs idées sur la place du Canada dans le monde. Donc, les questions dont ils discuteront en atelier seront affichées sur la plateforme de diffusion en direct dans quelques instants. Okay, so we've got a few changes happening here now. So Quelques changements. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous séparer en 7 petits groupes. Vous avez tous un chiffre qui vous a été assigné. Restez bien ici. Ça va vous donner la possibilité de discuter des présentations que vous avez entendues ce matin et toutes les questions que vous aviez là, la belle grande file. Et les gens qui sont en ligne, vous pourrez en discuter lors de vos séances en petits groupes. Alors, voici les consignes. Vous allez prendre votre lunch, l'apporter à la salle où vous aurez votre réunion de petits groupes. Vous allez manger ensemble et discuter des questions que les jeunes ambassadeurs vont vous poser. Alors, on va faire ça de façon ordonnée. Si vous nous suivez en ligne, nous allons bientôt finir notre stream live. On va commencer à 13h15 après déjeuner. Pour ceux d'entre vous qui sont de Montréal, donc les groupes de 1 à 7. Le premier groupe, vous avez Jaren et Sarah qui sont vos jeunes ambassadeurs. Vous allez quitter avec eux et ensuite, on va appeler les autres groupes. Pour l'instant, on n'appelle que le premier groupe, le groupe 1. It's all right.